Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours à distance d'introduction à l'économie. Ce premier chapitre sera consacré, comme c'est traditionnellement le cas, à présenter ce qu'est l'économie, à proposer une définition de l'économie. Alors qu'est-ce que l'économie ? L'économie, c'est une science, c'est-à-dire une discipline avec un objet d'étude et une méthode particulière. Alors pour ce qui est de l'objet d'étude, c'est assez simple. Les avis des économistes ne sont pas trop divergents. Par contre, et on le verra tout à l'heure, pour ce qui est de la méthode, les économistes sont assez divisés. L'objet d'étude de l'économie, ce sont les richesses matérielles. L'économie, c'est la science qui s'intéresse aux richesses matérielles. Plus précisément, elle s'intéresse à trois grandes opérations concernant ces richesses. Premièrement, à la création des richesses, c'est-à-dire la production. Deuxièmement, à l'utilisation de ces richesses, c'est-à-dire à la consommation et à l'épargne. Et enfin, à la répartition des richesses. Répartition entre les individus, mais aussi répartition entre les différents groupes sociaux. Par exemple, les économistes peuvent se pencher sur le partage des richesses entre les salariés et le patronat. Voilà pour l'objet et la définition finalement assez largement partagée de l'économie. En ce qui concerne la méthode de la science économique, il existe un clivage au sein de la discipline. Un clivage qui reflète finalement un débat sur la nature de l'économie en tant que science. On distingue souvent en effet deux types de sciences. D'une part, les sciences de la nature, dites dures, comme la biologie, la chimie, la physique. D'autre part, les sciences humaines et sociales, comme la sociologie, la psychologie, les sciences politiques. Alors l'économie est-elle une science de la nature ou une science sociale ? À cette question, on apportera la réponse suivante. L'économie est une science humaine, mais une science humaine un peu particulière, car fortement influencée par les sciences dures et donc mathématisée. À partir du dernier tiers du XIXe siècle, des économistes qualifiés de néoclassiques vont s'inspirer de la physique et de la mécanique pour ériger des lois qu'ils vont considérer comme universelles, comme des théorèmes éternels. Par exemple, la fameuse loi de l'offre et de la demande. Du coup, depuis cette époque, il y a une hésitation entre deux voies au sein de la science économique. Soit emprunter le chemin de la mathématisation encore et toujours plus poussée, soit opter pour l'interdisciplinarité, c'est-à-dire le refus de l'autonomisation vis-à-vis des autres sciences sociales. Cette deuxième voie conduit les économistes à combiner les recherches économiques avec les travaux d'autres disciplines comme la sociologie, l'histoire, l'ethnologie ou la psychologie. L'économie est donc une science sociale, ce qui pose une série de problèmes communs d'ailleurs aux autres sciences sociales. Premièrement, le problème d'extraire le fait économique du fait social. Si je prends des actes économiques quotidiens, banals, comme celui d'acheter une baguette de pain ou faire un virement bancaire, on peut dire que ces faits ne sont pas seulement des faits économiques, mais également des faits sociaux. D'autres sciences sociales peuvent les étudier, car ils ont également une dimension sociale, historique, psychologique, juridique. Autrement dit, toutes les dimensions d'un fait social sont inextricablement liées. Ce problème n'existe pas pour les sciences dites dures. Un corps qui tombe, par exemple, est seulement un fait physique. Donc ce problème d'extraction du fait économique du fait social conduit très souvent les économistes à faire comme si les autres dimensions n'existaient pas et ne rentraient pas en interférence avec les dimensions économiques. On dit alors que les économistes raisonnent toutes choses égales par ailleurs, ce qui est bien sûr une simplification de la réalité. Deuxième problème auquel est confrontée l'économie, c'est l'impossibilité de construire des énoncés universellement vrais, des lois ou des modèles universels.
Bien sûr, il y a une prétention de la part du courant dominant, dit néoclassique, à vouloir formuler des vérités absolues, valables éternellement, en tout lieu, peu importe le système économique. En fait, les vérités que peut formuler la science économique ne sont que des vérités partielles, qui sont limitées et qui dépendent du contexte historique. Troisième problème, il s'agit de la méthode de validation des théories. Karl Popper disait qu'une théorie est scientifique si elle est réfutable par l'expérience. Or, l'économie n'est pas une science expérimentale. Il est impossible d'isoler les faits économiques en laboratoire. La confrontation au réel passe alors par l'observation. Et l'économiste fait partie lui-même de ce qu'il observe. La conséquence de cela est qu'il existe des paradigmes différents en économie, différents points de vue, contradictoires. L'économie n'est donc pas une science unifiée. Différents paradigmes cohabitent, mais aucun ne s'impose aux autres, même si on le verra tout à l'heure, l'un d'entre eux est dominant. A l'inverse, au sein des sciences dures, les paradigmes se succèdent dans le temps. Les sciences dures avancent par révolution scientifique. Par exemple, en astronomie, le paradigme de Ptolémée, qui place la Terre au centre de l'univers, est remplacé à la Renaissance par le paradigme de Copernic, selon lequel la Terre est en rotation autour du Soleil. Comme je viens de le dire, au sein de l'économie cohabitent différents paradigmes, opposés les uns aux autres. Nous allons présenter ces principales grilles de lecture en commençant par le courant dominant, l'économie néoclassique. Le paradigme néoclassique repose sur une représentation particulière de l'économie, celle du marché. On peut même dire que ce courant est caractérisé par une croyance dans le marché. Laissez faire, laissez passer. C'est l'un des slogans de l'école néoclassique, qui préconise donc la non-intervention de l'État dans l'économie. Plus précisément, les néoclassiques ont pour ambition de démontrer mathématiquement, par des modèles théoriques, que des marchés libres et concurrentiels engendrent une solution optimale au niveau économique et social. La perspective adoptée par ce courant dominant de l'économie est de partir de l'analyse des choix individuels. C'est ce qu'on appelle une analyse microéconomique. Les néoclassiques se focalisent sur un agent économique représentatif, le consommateur, le producteur. Ils construisent une théorie abstraite de son comportement, permettant d'expliquer l'économie de marché dans son ensemble. C'est de l'individualisme méthodologique, c'est-à-dire que la société, les phénomènes sociaux, peuvent être compris à partir d'une théorie expliquant le comportement des individus. Si l'on rentre plus dans les détails, on peut dire que la microéconomie néoclassique étudie la façon dont les individus utilisent des ressources rares en vue de satisfaire leurs besoins. Les besoins, les désirs humains sont illimités. Mais les moyens, les ressources pour les satisfaire sont limitées. C'est ce qu'on appelle le principe de la rareté des ressources, et notamment la rareté des facteurs de production. On distingue traditionnellement 3 facteurs de production: la terre, le travail et le capital. La terre, ce sont les ressources naturelles, divisées en ressources du sol et en ressources du sous-sol. Le travail, c'est l'activité humaine, qui prend différentes formes, qui recouvre différentes compétences. Le travail manuel, le travail intellectuel, etc. Enfin, il y a 3 formes de capital. Les biens de production, par exemple les machines, les biens intermédiaires, destinés à être transformés en d'autres biens, par exemple la farine pour le boulanger, pour produire du pain, et enfin les biens immatériels, c'est-à-dire les compétences techniques, les savoir-faire des salariés. Ce qu'on appelle aussi le capital humain. Et à la différence de la terre et du travail, le facteur capital s'accumule grâce à l'investissement.
alors que la terre dépend de la nature et le travail dépend de la démographie. La production résulte de la combinaison de ces trois facteurs de production. Par exemple, produire du blé nécessite une terre, des machines agricoles, c'est-à-dire du capital, et des travailleurs pour faire fonctionner ces machines. Comme nous l'avons affirmé tout à l'heure, le principe de rareté des ressources s'impose aux agents économiques. Ces agents, c'est-à-dire les producteurs et les consommateurs, doivent faire des choix, qu'on appelle en économie des arbitrages. Comment ces choix sont-ils effectués ? Selon l'école néoclassique, ces choix ne sont pas effectués n'importe comment par les individus. Les agents économiques sont rationnels, ils sont guidés par la raison. En microéconomie, cela signifie en fait qu'ils sont guidés par leur portefeuille. Les agents économiques veulent minimiser leurs coûts et maximiser leur utilité, c'est-à-dire le bien-être procuré par la satisfaction des besoins. Par exemple, l'entrepreneur, le producteur, cherche à maximiser son profit. En résumé, l'individu sur lequel se fonde le raisonnement néoclassique est un homo economicus, un individu rationnel motivé par la recherche exclusive de son intérêt personnel. Et à partir de cette conception de l'individu, la théorie microéconomique standard va construire un modèle mathématique. Tous les marchés, selon cette école, ne sont que la combinaison d'une courbe de demande et d'une courbe d'offre. Et à l'intersection de ces deux courbes, on a un prix, le prix d'équilibre. L'offre et la demande peuvent évoluer. Les courbes sont alors en mouvement, se déplacent. Mais grâce au prix, les quantités offertes et les quantités demandées s'ajustent, s'équilibrent. On a alors un équilibre sur le marché et un équilibre sur tous les marchés grâce au prix selon les néoclassiques. Au final, l'ambition affichée de l'école néoclassique est de faire de l'économie comme on fait de la physique. Elle singe la physique de Newton. Les atomes, dans notre cas les agents économiques, sont régis par des forces qui maintiennent le système économique tout à la fois en mouvement et en équilibre, tout comme la réalité physique. Voilà pour cette courte présentation générale du courant économique dominant. Bien évidemment, de nombreuses critiques peuvent être formulées à son égard. D'abord, on peut dire que le modèle théorique du marché, que nous verrons plus en détail dans un prochain épisode, avec sa loi de l'offre et de la demande, son équilibre, débouche très souvent sur une croyance. La croyance dans le marché, dans ses vertus, dans son incontestable efficacité, permettant de procurer le bien-être optimal à tous les agents économiques. Et cela peut conduire les économistes de ce paradigme à vouloir étendre le marché à toutes les sphères de la vie et des activités humaines, autrement dit, à une marchandisation des choses qui jusqu'à présent ne l'étaient pas. Les ressources naturelles, le vivant qui fait de plus en plus l'objet de demandes de brevets par exemple. Deuxième critique qu'on peut formuler à l'endroit de l'école néoclassique, l'homo economicus, c'est-à-dire pour rappel l'individu rationnel motivé par la recherche exclusive de son propre intérêt, n'existe pas dans la réalité. L'homme est un être complexe. Il n'est pas toujours guidé par son portefeuille. Il n'est pas une machine à calculer qui maximise son utilité. L'être humain peut aussi faire preuve d'altruisme, se sacrifier pour le bien-être de ses proches, voire d'inconnus. Troisièmement, l'homme est avant tout un être social, ce qui est exclu par la conception individualiste et prétendument universelle et éternelle de l'homo economicus. L'homme est un être social, né dans une société donnée, à une époque donnée. Ses pensées, ses croyances, ses préférences, ses comportements sont forgés par cette société, par l'éducation, par l'interaction sociale. Et si l'homme est un être social, cela comporte des conséquences sur l'étude de l'économie. 3 conséquences plus précisément. Conséquence numéro 1. La société influence le comportement des individus, dont le comportement économique.
Conséquence numéro 2, la société et l'économie évoluent au cours de l'histoire, ce qui veut dire que le modèle néoclassique des marchés peut peut-être s'appliquer à un certain type de société et d'économie, mais ne peut prétendre s'appliquer à toutes les formes historiques et futures d'économie et de société. Conséquence numéro 3, la société est faite de rapports de force, de conflits d'intérêts, notamment des rapports entre groupes sociaux. Sur ce dernier point, on peut prendre pour éclairer notre propos la conception qu'ont les néoclassiques de la répartition du revenu. Selon eux, le revenu est partagé entre les 3 facteurs de production, entre le travail, la terre et le capital. Chaque facteur reçoit une rétribution. Pour le travail, c'est le salaire. Pour la terre, c'est la rente. Pour le capital, c'est le profit. Cette rétribution reçue par chaque facteur de production est proportionnelle à sa contribution à la production. Autrement dit, la production n'est qu'une mise en relation de facteurs impersonnels. C'est une façon de raisonner qui efface les divisions et inégalités sociales, qui élimine les rapports de force entre les groupes sociaux. Les relations économiques sont alors ramenées à de simples relations d'échange entre individus prétendument égaux. Bien sûr, on sait que dans la réalité, le partage du revenu est l'objet d'une lutte, de rapports de force entre ceux qui détiennent la force de travail, c'est-à-dire les salariés, et ceux qui détiennent les moyens de production, c'est-à-dire les capitalistes. Ces critiques du courant économique dominant nous invitent à nous intéresser à d'autres façons de voir l'économie, à des écoles alternatives ou hétérodoxes. On va étudier de manière assez synthétique dans ce chapitre introductif 2 manières alternatives de concevoir l'économie et la science économique, le marxisme et le keynésianisme. Le marxisme, pour commencer, est un courant dont le nom vient du philosophe allemand du XIXe siècle, Karl Marx. Pour Marx, la science économique est une science de l'histoire. Au cours de l'histoire de l'humanité, les systèmes économiques, sociaux et politiques évoluent. Il n'y a donc pas de loi générale de l'économie, mais des processus spécifiques liés à des systèmes propres qui sont datés et situés. La science économique doit alors révéler les fonctionnements propres à ces divers systèmes et expliquer la dynamique qui transforme les structures sociales qui fait qu'on passe d'un système à l'autre au cours de l'histoire. Marx, pour expliquer cette dynamique, cette évolution, se base sur la dialectique, qui est une méthode qui vient d'un autre philosophe allemand, Hegel. Pour Hegel, ce sont les idées qui font avancer l'histoire. C'est le progrès de l'esprit humain qui fait avancer l'histoire. L'humanité se développe dans un mouvement fait de forces contraires, de thèses et d'antithèses. Et à un certain moment de l'histoire surgit une synthèse de ces forces contraires. Une synthèse, c'est-à-dire un type de société, un mode d'organisation sociale, économique, politique assez stable. Jusqu'à ce que cette stabilité soit remise en cause. Jusqu'à ce que de nouvelles contradictions apparaissent et finissent par déboucher sur un nouveau type de société. Hegel est un idéaliste, puisque ce sont les idées qui font avancer l'histoire. Pour Marx, chez Hegel, la dialectique marche sur la tête. Marx va alors la remettre sur les pieds, en disant que ce ne sont pas les idées ou la conscience qui font avancer l'histoire, mais les conditions matérielles de l'existence concrète. La dialectique n'est plus alors idéaliste, mais matérialiste. Marx va alors se pencher sur les forces productives, c'est-à-dire la force de travail, les capacités et les techniques de production. Au cours de l'histoire, bien évidemment, les forces productives évoluent, se développent. Et à chaque état de développement des forces productives correspond un mode de production. Dans l'Antiquité méditerranéenne, le mode de production est principalement centré sur le travail de la terre et repose sur l'esclavage. Au Moyen Âge, on a le mode de production féodal, c'est-à-dire une société agraire
vivant sous la menace d'une agression extérieure, placée sous la protection d'un seigneur et basée sur le servage. Enfin, le capitalisme est une société de type industriel, reposant sur le salariat. À son tour, le mode de production détermine des rapports de production, c'est-à-dire des relations entre les classes sociales antagonistes, en compétition pour le partage des biens et des revenus. C'est ce que Marx appelle la lutte des classes. À chaque mode de production, il existe une lutte principalement entre deux classes sociales. L'une étant dominante, l'autre étant dominée. Sous l'Antiquité grecque, les hommes libres, les citoyens, exploitent et dominent les esclaves. À Rome, les patriciens, c'est-à-dire les aristocrates romains, exploitent et dominent les plébéiens, c'est-à-dire les citoyens romains du peuple. Sous la féodalité, ce sont les seigneurs, propriétaires du domaine, qui s'opposent aux serfs, qui cultivent le domaine. Enfin, sous le capitalisme, les capitalistes, qui sont les propriétaires des moyens de production, exploitent les travailleurs, qui sont forcés de leur vendre leur force de travail. Pour maintenir son pouvoir, la classe dominante met en place des institutions et une idéologie spécifique, destinée à nous faire passer des vessies pour des lanternes. Sous la féodalité, cette idéologie est le droit divin. Le pouvoir détenu par le roi viendrait de Dieu. L'institution dont le rôle est de garantir et diffuser cette idéologie est l'Église. Sous le capitalisme industriel, au XIXe siècle, l'État est un instrument au service de la classe dominante, la bourgeoisie. Une grève ouvrière, un mouvement social, et on envoie alors la troupe pour réprimer les ouvriers et rétablir l'ordre. Aujourd'hui, d'un point de vue marxiste, certaines affirmations économiques, dites libérales, sont de l'ordre de l'idéologie. Par exemple, l'affirmation « les entrepreneurs créent les richesses » ou encore « sans entrepreneurs, il n'y a pas de richesse » sont de l'ordre de l'idéologie pour le marxisme. Parce que dans une optique marxiste, les producteurs de richesses sont les salariés. Pour résumer cette idée, on dit que l'infrastructure économique, c'est-à-dire la combinaison des forces productives et des rapports de production, détermine la superstructure politique, c'est-à-dire le droit, les institutions, et l'idéologie, c'est-à-dire les croyances, les idées, les doctrines d'une époque. Et en sens inverse, la superstructure politique et idéologique conforte l'infrastructure économique et les intérêts de la classe dominante. Marx va aussi s'intéresser à la dynamique particulière du capitalisme. Comme on l'a dit précédemment, les néoclassiques distinguent trois facteurs de production: le capital, le travail et la terre. Pour Marx, il n'y a qu'un seul facteur de production, c'est le travail. Le capital, par exemple les machines, n'est lui-même qu'un produit du travail humain. Le capital, c'est du travail indirect, du travail mort pour Marx. Le capital ne produit rien par lui-même, il ne crée pas de valeur. Pour produire, il faut du travail vivant, c'est-à-dire l'action directe des êtres humains, et également il faut des ressources naturelles disponibles pour être transformées. Le seul facteur de production est donc le travail, et la richesse vient en totalité de la valeur créée par le travail. Mais le souci sous le capitalisme, c'est que les propriétaires des moyens de production, c'est-à-dire les capitalistes, font un prélèvement sur la valeur créée par le travail, à laquelle ils ne contribuent pas. Ce prélèvement s'appelle le profit. Pour Marx, le profit n'a aucune justification économique. Il existe en raison d'un mode de production historique particulier, le capitalisme, qui donne tout pouvoir à une classe, la bourgeoisie, qui ne produit pas elle-même. Les capitalistes contraignent les ouvriers à travailler pour un salaire nettement inférieur à la valeur qu'ils créent et s'approprient cette différence. Cette différence s'appelle la plus-value, sur laquelle se fonde ainsi un système d'exploitation du travailleur par le capitaliste. Marx explique aussi que le capitalisme est pétri de contradictions
qui rendrait sa fin inéluctable. Le capitaliste veut maximiser son profit, chose qu'il peut faire en épuisant la nature et l'homme, comme l'écrit Marx. Autrement dit, pour augmenter leurs profits, les patrons doivent maintenir le salaire au niveau minimal. Et pour ce faire, ils doivent entretenir un chômage permanent. C'est ce que Marx appelle l'armée industrielle de réserve, une masse de chômeurs qui dissuade les salariés en poste de revendiquer des augmentations salariales. Et c'est déjà là une première contradiction. Pour maintenir son autorité sur le travail et maintenir ou augmenter son profit, le capitaliste doit limiter l'usage du travail, pourtant seul facteur qui peut créer de la valeur. La compétition entre capitalistes aggrave cette contradiction. Face à la concurrence, les capitalistes exigent une intensification du travail. Ils exigent des salariés plus d'efforts, une augmentation de leur productivité pour un même salaire. Ce qui provoque un problème de débouché des produits. La production a du mal à s'écouler puisque les salaires stagnent, voire diminuent. La conséquence est une crise de surproduction. Le capitalisme est en fait, selon Marx, condamné à subir des crises de surproduction, c'est-à-dire trop de capacité de production par rapport au pouvoir d'achat de la population. Et que font les capitalistes en cas de crise de surproduction ? Ils licencient. C'est-à-dire qu'ils réduisent la quantité du seul facteur de production, le seul élément qui produit de la richesse. Ils tuent en quelque sorte la poule aux œufs d'or. Et la crise entraîne également des faillites d'entreprises, des plus faibles notamment, et une concentration du capital. Les plus grandes entreprises, celles qui résistent le mieux, absorbant les entreprises les plus fragiles. Ce mouvement de licenciement et de concentration se reproduit à chaque crise, s'accentue même jusqu'à ce que, selon Marx, le dernier capitaliste licencie le dernier ouvrier. Pour conclure sur Marx et sur le marxisme, on peut dire que son analyse économique comporte trois dimensions. Premièrement, une dimension sociale, car pour Marx, ce qui est important, c'est la nature sociale de l'être humain, ce qui le conduit à étudier les comportements économiques en tenant compte des relations sociales. Deuxièmement, une dimension politique qui amène Marx à tenir compte des rapports de force entre les groupes sociaux dont les intérêts sont opposés. Et enfin, une dimension historique. Il n'y a pas de modèle universel en sciences économiques. La pertinence de la théorie économique est relative à un stade particulier du développement de la société, à un mode de production donné. L'économie ne fonctionne pas de la même façon dans une société de chasseurs-cueilleurs, dans un système féodal ou bien dans un système capitaliste. Le deuxième courant alternatif au néoclassique que nous allons maintenant étudier, le plus connu d'ailleurs, est le keynésianisme, qui tire son nom de l'économiste britannique John Maynard Keynes. Le keynésianisme adopte une optique macroéconomique et non microéconomique. Comme nous l'avons vu précédemment, la microéconomie est l'étude du comportement économique des unités de base de l'économie. Elle analyse les comportements et les décisions des individus, du consommateur et du producteur. A l'inverse, la macroéconomie est l'étude des phénomènes économiques globaux, à l'échelle de l'économie d'un pays ou de plusieurs pays. Ces phénomènes étudiés sont la croissance économique, le chômage, l'inflation et les échanges extérieurs. La macroéconomie keynésienne date des années 1930, quand Keynes publie son ouvrage majeur intitulé « Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie », en 1936 pour être précis. C'est l'époque de la Grande Dépression des années 1930, et Keynes va s'opposer aux solutions que les néoclassiques proposent pour résoudre cette crise. Ces solutions néoclassiques sont assez simples. Face à la crise, la solution est de ne rien faire. Il faut laisser faire le marché. L'autorégulation du marché permettra un retour automatique à l'équilibre grâce au mécanisme d'ajustement automatique des prix et des salaires. Grâce au marché, la quantité offerte et la quantité demandée s'égalisent.
Les entreprises sont assurées de trouver des débouchés pour vendre leur production. Les salariés sont assurés de trouver un emploi. Et les néoclassiques expriment une grande méfiance envers l'État. L'État ne doit surtout pas intervenir dans l'économie. L'État est accusé d'être responsable des dysfonctionnements de l'économie par les néoclassiques. Par exemple, selon eux, le chômage est dû aux rigidités sur le marché du travail. Les allocations chômage ou le salaire minimum sont de telles rigidités qui empêchent les salaires de baisser. En période de crise, selon les néoclassiques, les salaires doivent baisser afin de rétablir l'équilibre sur le marché du travail. Car si les salaires baissent, la demande de travail des entreprises augmente, ce qui rétablit donc l'équilibre. Keynes, au contraire, va opérer une véritable révolution à l'occasion de la grande crise. Il va renverser la logique. Pour lui, le retour à l'équilibre du marché de manière automatique n'existe pas. La crise des années 1930 est marquée par un effondrement de la demande globale. La conséquence en est que les entreprises n'investissent pas, ou moins. Et donc le niveau de l'emploi se fixe à un niveau plus faible. On a des licenciements et du chômage. On s'enfonce dans la dépression. C'est un cercle vicieux et infernal. Le chômage fait que la demande diminue encore, ce qui entraîne une baisse de l'investissement et donc une baisse du niveau de l'emploi, et ainsi de suite. De manière générale, on peut résumer la macroéconomie keynésienne à 3 principaux points. Premièrement, les agents économiques sont plongés dans un état d'incertitude fondamentale. L'incertitude est la base de l'économie. C'est même la base de la vie. Nul ne sait de quoi demain sera fait. De la même manière, les entreprises ne savent pas si dans 1 ou 2 ans, l'état de l'économie leur permettra d'écouler leur production. Les salariés aussi ne savent pas s'ils garderont leur emploi demain, et donc leurs revenus. La conséquence d'une telle incertitude est que les agents économiques sont incapables de faire des calculs rationnels, d'évaluer les coûts et avantages. La psychologie humaine est très importante pour Keynes et peut mener à des catastrophes économiques comme les krachs boursiers ou la dépression économique. Le deuxième point concernant la macroéconomie keynésienne concerne la monnaie. La monnaie pour Keynes a un rôle différent de celui que lui attribuent les néoclassiques. Pour les néoclassiques, la monnaie n'est pas très importante. Elle n'est qu'un intermédiaire pour les échanges, un voile qui cache en fait le fait qu'on échange des biens contre des autres biens. Pour Keynes, comme l'avenir est incertain, les agents économiques peuvent désirer de la monnaie. Il y a une demande de monnaie pour elle-même. C'est ce qu'on appelle la préférence pour la liquidité. Pourquoi désirer la monnaie pour elle-même ? Parce que les agents économiques ont peur du lendemain, peur qui s'accroît en période de crise. La perte de confiance dans l'avenir fait qu'on cache davantage chez soi, sous les matelas, de la monnaie. Enfin, le troisième point du keynésianisme est son aspect politique. Contrairement aux néoclassiques, pour Keynes, le chômage trouve son origine en dehors du marché du travail. Il provient de l'insuffisance de la demande globale. Et si la demande est insuffisante pour assurer le plein emploi, ce n'est pas la magie de l'économie ou la croyance dans le marché qui va créer des emplois. Que faire alors ? Pour Keynes, une politique de relance de la demande est nécessaire. L'État doit intervenir pour relancer l'économie. Voilà, c'est fini pour ce premier chapitre de l'enseignement d'introduction à l'économie. Nous avons donc vu que l'économie est une science sociale un peu particulière, puisqu'il existe une forte tendance à sa mathématisation. Nous avons vu aussi que plusieurs paradigmes cohabitent au sein de cette science, sans qu'aucun ne puisse totalement s'imposer aux autres. Le paradigme dominant, dit néoclassique, le marxisme et le keynésianisme.